Bonjour Finlay. À quoi pourrait bien servir la commémoration d'événements marquants de notre peuplement pluriel si elle ne tendait pas à la consolidation de notre île arc-en-ciel? L'unité dans la diversité ne tombe pas du ciel que je sache. Elle s'entretient aussi à travers la vulgarisation de notre histoire, de la vraie histoire, celle qui se distance de vils motifs destinés à asseoir les intérêts individuels ou sectaires, celle où l'accent est mis sur les contributions respectives et interactives des identités multiples à la construction de la nation. Bref, celle qui s'inspire du respect mutuel pour construire et réunir. Les étapes de notre colonisation et de notre peuplement ne peuvent être clivantes quand elles portent en elles-mêmes des éléments pluriels. Tenez, déjà à l'époque hollandaise, le second gouverneur Adriaan van der Stel débarquait en famille avec sa femme Maria et leur fils Simon, qui a vu le jour dans les eaux mauriciennes au cours du voyage. Et comme il se trouve que c'est la première naissance enregistrée à Maurice, Simon van der Stel devient le premier Mauricien. Un premier Mauricien métis, car sa grand-mère, la mère de Maria, est une Indienne, ce qui préfigure dès le commencement cette tendance à la pluralité. Dès la colonisation hollandaise, l'esclavage a toujours fait partie de notre histoire. Même si majoritairement la main-d'œuvre servile venait d'Afrique et de Madagascar, il y a aussi eu des esclaves originaires de l'Inde, voire même de la région connue aujourd'hui comme l'Indonésie. La célèbre Anna de Bengale venait du sous-continent indien, n'est-ce pas? Zamor Bongo, celui qui a donné terre et fonds pour la construction de l'église de Sainte-Croix, était un esclave affranchi originaire du sud de l'Inde. Or, nous ne pouvons prétendre que l'esclavage ne concerne que les afrodescendants. Pareillement, l'arrivée du sous-continent indien des travailleurs engagés le 2 novembre 1834 marque certes un tournant dans le profil religieux et culturel du pays, avec une influence marquée de la religion hindoue qui était celle de la majorité de ces immigrés. Toutefois, 14% des quelques 400 000 engagés étaient musulmans, alors qu'environ 1% étaient catholiques, ce qui contribue à renforcer la dimension nationale plurielle à cet événement-là, le prémunissant de toute récupération sectaire. Voyons à présent quelques exemples de conjugaisons de valeurs universelles, telles que la solidarité interethnique, qui ont contribué à l'évolution de notre histoire et à notre bien commun. L'immigration des travailleurs engagés venus de l'Inde, par exemple, aurait-elle pu se passer dans les conditions plus ou moins paisibles sans la contribution du Père Laval? Faut-il rappeler qu'à l'arrivée du missionnaire normand en 1941, le pays est au bord d'une révolte, car une bonne partie des esclaves affranchis est livrée à elle-même, chassée des propriétés sucrières, sombrant dans l'ivrognerie et les vices. Or, dans de telles conditions, comment assurer l'intégration de l'étranger? Comment tuer dans l'œuf l'idée de la vengeance contre les anciens maîtres? Comment désamorcer la bombe sociale? Or, se référant à Jacques-Désiré Laval, l'historien et écrivain Bernard Lehambre est d'avis que le saint homme soigna et évangélisa avec un dévouement sans faille les grands spoliés de la colonie, protégeant à son insu les planteurs d'éventuelles représailles, alors que son confrère Jean-Georges Prosper est convaincu que c'est seul le Père Laval qui parvint à
calmer une révolution de ces esclaves nouvellement affranchis et jetés sur la voie publique. Pour sa part, Sir Maurice Roe raconte dans son ouvrage Les 177 premières années du bienheureux Père Laval comment dans les premiers groupes d'immigrants venus de l'Inde on comptait 4 hommes pour une femme. Beaucoup de ceux qui résolurent de rester à Maurice épousèrent les filles du sol sans créer la moindre friction raciale. Les familles créoles qui les accueillirent ne demandaient pas d'où vous venez, mais que valez-vous? Un peu plus tard, les créoles réservaient le même accueil aux immigrants chinois. Malgré tout ça, les travailleurs engagés étaient maltraités et harcelés par leurs employeurs et les autorités. Le gouverneur Henry Berkeley institua même une loi connue comme l'ordonnance numéro 37 qui restreignait considérablement leur liberté de mouvement. Ils devaient obligatoirement porter un permis avec leur photo dessus et devaient être en position de justifier le motif de leur déplacement quand ils étaient contrôlés par la police, faute de quoi ils risquaient d'être incarcérés pour vagabondage. D'ailleurs, les vestiges de la prison des vagabonds, le Vagrant Depot, situé à Pointe-aux-Sables, a accueilli plus de 60 000 immigrants indiens entre 1864 et 1886. C'est dire l'ampleur de ce déplorable harcèlement. Un Français installé à Maurice, ayant épousé Amélie Rivette, la fille du propriétaire terrien François Rivette, s'élève, lui, contre cette injustice. Il organise, au péril de sa vie professionnelle et familiale, une campagne de dénonciation agressive et soutenue contre les pratiques oppressives à l'égard des travailleurs indiens. Il sera agressé, harcelé, exclu. Sa famille sera éclatée, mais il arrivera à ses fins. À coups de pétitions, d'articles de presse dans la presse étrangère, de lettres au gouverneur et au gouvernement central, il contribuera à faire venir 2 commissaires royaux, Victor Williamson et William Frère, pour enquêter sur la situation des travailleurs engagés indiens à Maurice en 1872. À partir de là, écrit Kisung Singh Azari Singh dans son ouvrage Fleuve, Histoire des Indiens à l'île Maurice, il y eut un changement général dans le comportement des immigrants indiens à Maurice, et l'on peut dire que leur progrès et leur évolution ont été constants. Et pour cause, puisque les recommandations des commissaires seront incorporées dans l'ordonnance numéro 12, qui peut être considérée comme étant parmi la première mesure légale favorable aux conditions de travailleurs engagés à Maurice. Cet homme providentiel, il s'appelait Adolphe de Plewitz. Sa famille et lui ont été si harcelés qu'il a dû quitter Maurice pour Fidji en 1876, quelques années après avoir déposé pendant des semaines devant la commission Williamson et frères. Le 29 octobre 1901, Mohandas Karamchand Gandhi, plus tard connu comme le Mahatma Gandhi, fit un transit de 15 jours à Maurice. Ce séjour fut déterminant pour le progrès des travailleurs indiens dans le pays, car c'est lui qui fera venir en 1907 l'avocat Manilal Doctor pour défendre les intérêts des compatriotes laboureurs engagés. La beauté de cet événement déterminant, c'est que Gandhi a été reçu pendant son séjour non par un travailleur engagé indien, mais par un commerçant musulman, Ahmed Ghulam Mohammed.
c'est au Tahriabad que la communauté des commerçants d'origine indienne, pour la plupart des musulmans, reçut à dîner Gandhi qui fit un discours où il encouragea les Indiens à s'intéresser davantage à la politique et à l'éducation. Cette intervention fit grand bruit dans la presse et elle éveilla manifestement les consciences. Dans ce contexte, quelques années plus tard, le parti du docteur Eugène Leurent, Action libérale, nous raconte Kissoon Singh Hazare Singh, fait et cause pour les Indiens se présentant devant la commission Swettenham, laquelle commission venue pour évaluer la situation à Maurice en 1909. Le mouvement politique du docteur Laurent s'engagea aussi à faire inscrire les Indiens éligibles comme électeurs dans tous les districts. Ces quelques exemples d'élan de solidarité et d'humanisme intercommunautaire sont d'une beauté et d'une pertinence inestimables pour la construction de la nation autour de l'unité dans la diversité. Les événements liés à notre peuplement nous donnent une chance de les évoquer. Pourquoi ne pas en profiter? Bon dimanche et bonne commémoration de l'arrivée des travailleurs engagés à Maurice. Merci infiniment pour leur contribution inestimable au pays. Et merci à tous ceux qui ont participé à leur intégration et à leur progression sous le soleil mauricien. Merci Finlay et bonne semaine à tous.